Bonjour et bienvenue ici, c'est Mathieu, je suis super heureux de vous accueillir. On va parler aujourd'hui des 5 erreurs que j'ai pu constater chez les rédacteurs web parce que oui, j'ai constaté pas mal d'erreurs et j'ai fait la liste des 5 les plus importantes à mon sens que j'ai pu constater et qui empêchent les rédacteurs web de vivre pleinement de leur activité en fait, c'est juste ça. En 2021, c'est à mon avis vraiment quelque chose qui va devenir de plus en plus problématique parce que j'ai vu vraiment l'ascension de ces problèmes-là ces derniers mois et ces dernières années. Donc sans plus attendre, on va commencer directement avec l'erreur numéro 1. C'est de subir la course au prix. Ces 2 dernières années, j'ai vraiment pu identifier, et je pense que je ne suis pas le seul, vous aussi à mon avis, que les clients sont de plus en plus exigeants à la fois sur la qualité qu'ils attendent et à la fois sur le tarif qu'ils veulent. Et ça, c'est quelque chose qui est normalement pas possible. Quand on veut une qualité plus haute, on met un tarif plus haut. Et là, on constate vraiment que les clients veulent une qualité plus haute à un prix plus bas. Et le problème qu'il y a, c'est que normalement, sur un marché comme ça, il y a l'offre et la demande, c'est un principe économique, c'est censé pas fonctionner, quoi. Ce client-là ne va jamais trouver quelqu'un qui va faire cette qualité-là à ce prix si bas. Et pourtant, ce qu'on constate et qui est en évolution vraiment ces 2 dernières années, je l'ai constaté moi, je l'ai constaté en parlant avec des clients, je l'ai constaté en parlant avec des rédacteurs web. Donc ce n'est pas juste d'un point de vue client ou c'est pas juste d'un point de vue rédacteur web, c'est vraiment tout. On a des clients qui sont exigeants et en face, on a trouvé des rédacteurs web qui vont satisfaire ces exigences-là et donc travailler à moindre coût. Et le problème, si vous m'écoutez et que vous êtes dans cette problématique aujourd'hui, c'est que vous n'avez peut-être pas envie de baisser vos prix, et ça se comprend. Mais par contre, il y a des gens en face de vous qui baissent vos prix. Et donc parfois, pour avoir le client, pour avoir le contrat, pour avoir le projet, il va falloir que vous baissiez votre prix, que vous vous aligniez sur le prix le plus bas. Et ça, c'est une erreur que je vois tout le temps en fait, c'est qu'il y a toujours un rédacteur qui va voir plus bas. Donc comment arriver à décrocher le client s'il y a toujours un autre rédacteur qui passe plus bas sans baisser vos prix? Donc l'erreur, ce serait de baisser votre prix aussi parce que c'est quelque part la solution de facilité et il ne faut pas vous retrouver comme dans la foule des rédacteurs web qui baissent leur prix et qui acceptent ces conditions-là parce que sinon ça va faire baisser le marché et ça va devenir la norme. Et on ne veut pas que ça devienne la norme, on veut plutôt donner un tarif juste à vos prestations parce que vous êtes là pour apporter des prestations de qualité et donc c'est un tarif qui se négocie peut-être s'il y a du volume, qui se négocie peut-être sous certaines conditions, mais en aucun cas vous devez travailler pour 3 centimes du mot, on est d'accord? Ça, le client n'est pas forcément au clair avec ça. Et le problème, c'est que le marché lui donne raison, étant donné qu'il va finir par trouver un rédacteur web qui travaille pour lui à ce tarif-là. Et le pire, c'est que parfois, ce rédacteur web est bon. Ce n'est pas juste des rédacteurs web bas de gamme. Des fois, c'est simplement des bons rédacteurs web, mais qui se braquent parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour trouver des clients. Et je comprends que ce soit très compliqué, mais il ne faut surtout pas tomber dans cette erreur. J'en parlais avec des rédacteurs web qui se sont lancés ces 2 dernières années. J'en parlais également avec un ami rédacteur web la semaine dernière qui est là depuis une dizaine d'années, lui sur le marché des rédacteurs web. Et en fait, on fait tous ce constat-là, donc c'est de plus en plus compliqué. D'ailleurs, on va faire un petit test. Allez taper sur Google rédacteur web. Quand on tapait ça il y a 2 ans, on avait une liste de rédacteurs web qui ressortait et peut-être 2 ou 3 articles qui expliquaient ce que c'était que la rédaction web. Donc ok, pourquoi pas. Et aujourd'hui, 2 ans après, si vous tapez rédacteur web, vous allez voir comment devenir rédacteur web, formation à rédacteur web, etc. Et c'est que des choses pour les gens qui veulent devenir rédacteur web. Et ça nous donne une indication vraiment très importante puisque c'est Google qui donne ces résultats-là. Ça veut dire que ça répond à la demande du marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui tape rédacteur web, il cherche à devenir rédacteur web plus qu'à embaucher un rédacteur web. Or, les gens qui ont besoin d'un rédacteur web, ça a plutôt augmenté ces 2 dernières années. Donc on aurait pu voir une évolution de ces rédacteurs web qui ressortent vraiment sur le thème rédacteur web. Et non, c'est quand même le fait de devenir rédacteur web qui ressort en premier. Donc ça nous dit qu'il y a vraiment une énorme population qui veut devenir rédacteur web aujourd'hui. Et ça se comprend. On donne les mérites du travail à domicile, on donne les mérites du freelancing, on donne les mérites de la rédaction web. C'est accessible à beaucoup de gens de devenir rédacteur web, qu'on soit à la base bon en écriture, en rédaction, etc. ou pas. Il y a beaucoup de gens en reconversion aussi qui sont là. Et c'est très bien. Le problème, c'est que ça donne une concurrence vraiment énorme aujourd'hui. On n'a jamais connu une telle concurrence dans le milieu de la rédaction web. Donc, il faut savoir se démarquer aujourd'hui.
Et moi, je le vois non pas en tant que rédacteur web, mais en tant que référenceur. Mais finalement, on est dans le même moule parce que moi aussi, je suis freelance. Moi aussi, il faut que j'ai des clients, etc. Donc, ce problème-là, je le constate. Je constate qu'il y a beaucoup plus de référenceurs sur le marché qu'il y a 2 ans, qu'il y a 10 ans, etc. Moi, ça fait 12 ans que je suis référenceur et j'ai pu voir vraiment l'émergence de ce marché-là. Et les rédacteurs web, c'est encore pire parce que c'est plus accessible que le métier de référenceur qui est plus technique, qui est plus compliqué. Donc, les gens vont un petit peu moins facilement vers le côté référencement et beaucoup plus facilement vers le côté rédaction web. Donc maintenant, on va passer au second point, la seconde erreur que commettent les rédacteurs web et qui va devenir vraiment problématique en 2021 qu'il faut résoudre. C'est le fait de reproduire ce que font les autres sans avoir votre propre stratégie. Je vais vous donner un exemple qui va illustrer ça parce que peut-être que c'est un peu flou à ce niveau-là. Imaginez, vous êtes sur LinkedIn. Il y a beaucoup de rédacteurs web sur LinkedIn. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez y aller d'ailleurs, c'est un super réseau. Sur LinkedIn, vous allez voir des posts super bien chiadés de plein de rédacteurs web. Et vraiment, enfin, vous êtes rédacteur web, c'est pas pour rien. Vous avez une plume, vous avez une façon d'écrire, vous avez une façon de transmettre les informations, des émotions, etc. C'est génial. Et du coup, on retrouve beaucoup de rédacteurs web qui font des posts sur la rédaction web, sur le milieu de la rédaction web. Et ce que je constate, c'est que les nouveaux arrivants sur le marché, donc les nouveaux rédacteurs web depuis 2 ans, font quoi? Eh bien, ils essayent d'imiter ces gens-là qui sont un petit peu les top rédacteurs à leurs yeux. Et ils ont raison, c'est des super rédacteurs, ils ont des super posts, etc. Le problème, c'est qu'en voulant répliquer ça, eh bien, ils font à leur tour des posts sur la rédaction web, etc. Avec comme objectif de trouver des clients. C'est assez logique, hein, on est sur LinkedIn, c'est de la mise en relation avec des clients potentiels, des employeurs, etc. Un réseau vraiment. Donc ça, c'est génial. Sauf que, et ça peut paraître basique en fait quand on en revient à la réflexion, mais c'est une erreur qui est faite par 80% des rédacteurs web. C'est que vous faites des articles ou des posts sur la rédaction web en espérant trouver des clients. Ok? Et en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que les clients ne recherchent pas des infos sur quels sont les tarifs des rédacteurs web ou quelle est la journée type d'un rédacteur web. C'est génial comme post, mais ça ne répond en aucun cas aux besoins de votre client. Donc, c'est quoi votre client idéal? C'est quoi votre positionnement? Vous avez envie de travailler avec qui? Et là, du coup, les choses se corsent un petit peu parce que généralement, on sait à peu près. On sait qu'on veut travailler avec des clients sympas, pas des clients qui sont trop chiants. On sait, voilà, des choses comme ça qui font appel plutôt à la partie émotionnelle, mais il faudrait mettre des faits là-dessus pour qu'on puisse se dire « Ok, moi, je veux travailler avec des clients sur le thème de l'environnement, l'écologie, le développement durable, etc. » Ou alors, moi, je veux travailler sur des thèmes liés à l'éducation, à l'enfance, etc. Ou alors, par rapport au web marketing. Enfin, voilà, il faut trouver déjà peut-être un thème. Je vous donne l'idée du thème parce que c'est facile à expliquer comme ça, mais l'idée derrière ça, c'est vraiment de travailler votre positionnement, de savoir ce que vous voulez faire, de savoir ce que vous ne voulez pas faire, de savoir avec qui vous voulez le faire et de savoir là où est votre zone de génie finalement. Parce que si on vous demande d'écrire sur des articles de puériculture et que vous, votre kiff, c'est l'entrepreneuriat, ok, vous êtes rédacteur, vous allez savoir vous adapter, mais c'est peut-être pas ça qui va vous faire vous lever avec plein d'énergie le matin quand vous savez qu'il faut rédiger un article sur la puériculture. Vous allez le faire, ça rapporte de l'argent, vous êtes freelance, après tout, c'est votre boulot, pourquoi pas, c'est sûr. Mais ce qu'on veut, et d'ailleurs on en reparlera plus tard, petit teasing, ce qu'on veut en tant que freelance, c'est pas juste avoir des missions et être payé, c'est aussi avoir une vie qui nous plaît, quoi. Si on est freelance, si on est à notre compte, c'est pas pour avoir un patron qui nous dit quoi faire et être là simplement comme exécutant. Et au final, ça revient un peu parfois à ça parce qu'on n'arrive pas à trouver des clients ou en tout cas, on n'arrive pas à trouver les bons clients. Donc, j'en reviens au point de base, ne refaites pas ce que font les autres. Donc oui, vous pouvez faire des posts sur la rédaction web, vous allez être en lien avec plein d'autres rédacteurs web, vous allez avoir un réseau, ça c'est génial. Cet objectif, il est super, mais ne vous trompez pas d'objectif quand vous faites les choses. Si vous cherchez des gens dans la puériculture, pour écrire sur la puériculture, c'est peut-être pas sur LinkedIn que vous allez les trouver. Ou alors, vous avez identifié que c'est, je sais pas, des sites e-commerce de puériculture pour lesquels vous voulez travailler. À ce moment-là, faites des contenus qui vont parler à vos prospects, à vos clients cibles et du coup qui vont être partagés par des gens de leur réseau pour arriver jusqu'à eux. Donc c'est basique quand on fait ça, quand on réfléchit. C'est ce que vous faites, quel est l'objectif qu'il y a en face. Et souvent,
c'est décorrélé parce que, et je le fais aussi, hein, il y a des biais qui font que vous partez dans des choses sur lesquelles vous êtes les plus à l'aise. C'est plus facile de parler de la vie de rédacteur web, c'est votre quotidien, que de parler de son client. C'est beaucoup plus compliqué, il faut se mettre à sa place, il faut arriver à comprendre quelles sont ses problématiques, il faut bien le connaître. Ce n'est pas en se levant un beau matin qu'on se dit que mon client c'est un e-commerçant dans la puriculture qu'on va pouvoir rédiger tout de suite des choses qui vont l'attirer. Quand je dis rédiger, là, ce n'est pas au sens de vous en tant que client de cette personne-là, c'est en tant que chercher des clients. Parce que la finalité, elle est quand même là. Vous êtes freelance, il faut trouver des clients et c'est quelque chose qui est compliqué. D'ailleurs, c'est une des requêtes, moi je vous parle en termes de SEO, hein, mais c'est une des requêtes les plus tapées dans le monde du freelancing, c'est comment trouver des clients. On en est tous au même problème, comment trouver des clients et comment trouver les bons clients. Donc c'est ça sur lequel je vais vous faire réfléchir aujourd'hui, c'est quel est votre positionnement et si vous ne l'avez pas aujourd'hui, il est peut-être temps d'y réfléchir. On va passer tout de suite au troisième point, la formation. Alors ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous êtes dans le domaine du web, vous savez très bien que le web évolue à une vitesse phénoménale, d'accord ? Donc, comment on fait pour suivre et pour ne pas être relégué en fin de train et finalement être un rédacteur bas de gamme, revenir à avoir des problématiques de trouver des clients, de ne pas avoir des compétences à leur proposer, etc. Eh bien, on se forme tout simplement et on ne se forme pas une fois au début parce qu'on devient rédacteur web. C'est génial, ok, mais ce n'est pas une finalité. C'est comme si on vous disait, vous allez à l'école jusqu'à 18 ans, vous apprenez tout et après vous n'apprenez plus rien. Ce n'est pas ça la mentalité d'un entrepreneur, d'un freelance. Et si vous êtes freelance aujourd'hui, vous devez avoir cette mentalité d'entrepreneur. Vous ne pouvez pas être là à attendre que les clients arrivent en vous tournant les pouces pendant que ça attend, pendant que ça arrive. Donc non, il faut prendre les choses en main. Il faut vous former en permanence. Il y a des choses variées. Enfin, vous pouvez vous former sur du référencement, sur du tracking, sur de la conversion, sur de l'ergonomie, sur du développement si c'est ça qui vous plaît, sur du storytelling, sur du copywriting, mais aussi sur d'autres choses, sur comment parler à ses clients, sur comptablement comment gérer son entreprise, sur quel type d'entreprise se lancer ou sur quel type d'entreprise évoluer. Parce que souvent, vous commencez en auto-entrepreneur, mais tout le mal que je vous souhaite, c'est de vous poser la question de est-ce qu'il faut passer ensuite en EURL, en SASU, etc. Donc, il y a vraiment plein de choses à étudier pour progresser et c'est des choses qui vont vous servir à vous et c'est des choses qui vont servir aussi à vos clients. Et donc, tout ça, ça va faire progresser votre business. Parce qu'il y a vraiment les deux types de personnes hein, et vous pouvez choisir d'être le type de personne que vous voulez, mais en 2021, ça va vraiment être difficile si vous êtes dans la seconde case. La première case, c'est celle des rédacteurs web qui se forment, des rédacteurs web qui veulent évoluer, des rédacteurs web qui veulent ne pas rester sur leurs acquis. Même si vous avez aujourd'hui quelques clients et que ça tourne et que ça va bien, si vous restez sur vos acquis, qu'est-ce qui va se passer? La concurrence étant montante, les gens se formant, etc. Vous allez être dépassé forcément un jour ou l'autre. Peut-être que ce n'est pas demain, peut-être que ce n'est pas dans 6 mois, mais ça ne va pas mettre 10 ans non plus. Et bien, vous en avez conscience de toute façon. Donc, si vous faites partie de ces personnes-là qui se forment en permanence, qui cherchent toujours à évoluer, moi ce que j'aime bien dire, c'est toujours essayer d'être une meilleure personne que celle d'hier. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ou qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui qui fait que vous êtes une meilleure personne qu'hier? Moi, typiquement, le week-end dernier, je me suis formé sur Google Tag Manager, qui est un système de tracking proposé par Google. Alors, je connaissais déjà un petit peu, j'avais déjà mis les mains dedans depuis plusieurs années, mais finalement, je savais faire ce qu'on me demandait ou ce que j'avais besoin, etc., mais vraiment le minimum. Là, j'ai voulu en avoir une compréhension beaucoup plus globale et pouvoir m'en servir autrement, à la fois pour moi, à la fois pour mes clients et à la fois pour parler aux différents interlocuteurs qui peuvent travailler avec moi ou avec mes clients sur cette problématique-là. Et c'est génial. En plus, moi j'adore apprendre. Je pense qu'en étant rédacteur web, vous aimez apprendre aussi. C'est juste génial d'apprendre de nouvelles choses. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Bref, je ne vais pas faire l'apologie de l'apprentissage. C'est génial, c'est tout. Et d'un autre côté, du coup, on a ceux qui ont… Alors, j'aime pas trop ce terme, mais en même temps, ça illustre bien les choses. C'est la mentalité de salarié, entre guillemets. La mentalité de salarié, comme j'illustre, c'est à l'opposé de celle d'entrepreneur. Bien sûr, les choses ne sont pas noires ou blanches. Il y a plein de niveaux de gris, il y a plein de nuances. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas mal d'être salarié, d'accord? Mais ce que je veux faire passer derrière ça, c'est le fait de, ok, on a son job, on est en CDI et finalement, on fait juste ce qu'il faut au quotidien, le minimum syndical et tout va bien. Si vous faites ça
dans le milieu du web en étant à votre compte, ça ne va pas marcher. C'est juste pas possible. Il y a des centaines, des milliers de nouvelles personnes qui arrivent tous les mois, tous les ans sur le marché de la rédaction web et qui eux se forment. Donc si vous ne vous formez pas, c'est la fin annoncée en avance. On passe à l'erreur numéro 4 qui est ne pas mettre ses compétences en avant auprès de son client. Et ça rejoint vraiment le point 3 qui est finalement sur la formation. C'est que quand vous vous formez, vous développez de nouvelles compétences. Ces compétences-là servent à votre client et ça peut vous servir à plein de niveaux. Ça peut vous servir au moment où votre client est encore un prospect pour arriver à lui faire comprendre que vous êtes la bonne personne pour lui et qu'il doit vraiment travailler avec vous. Et finalement, quel que soit votre tarif, entre guillemets, il ne faut pas non plus passer à des 300 € de l'heure alors que vous étiez 20 € de l'heure après avoir appris une nouvelle compétence, on est d'accord. Mais clairement, plus vous allez lui montrer que vous êtes compétent et que vous êtes la perle rare qu'il recherche, moins le prix aura d'importance. Et c'est comme ça que vous allez trouver les bons clients et que vous allez solutionner également le problème numéro 1 qui était celui de devoir s'aligner sur des prix bas. Donc, ok, proposer, mettre en avant ses compétences. Mais attention, parce que là-dessus aussi, j'ai vu quelque chose, une erreur dans l'erreur, on pourrait dire, c'est que, je vais vous parler de ce que je connais moi, le SEO. J'ai vu des rédacteurs web donner des conseils en référencement parce qu'ils avaient appris 3 trucs sur le référencement, mais être complètement à côté de la plaque. Ça arrivait encore pas plus tard que la semaine dernière sur une étude stratégique, donc au tout début du travail de référencement pour un client. Cette personne-là voulait proposer un suivi de référencement à son client, ok, pourquoi pas. Mais en fait, elle s'était plantée dès le départ sur un truc tout bête. C'est des mauvais mots-clés ciblés sur les mauvaises pages. Et en fait, de base, en voyant son étude, je peux le dire à 100%, c'est impossible de réussir avec cette stratégie. C'est impossible, même en mettant 2 millions d'euros, c'est impossible. Donc il y avait une grosse erreur d'interprétation. Ce n'était pas forcément grand-chose si vous vouliez l'erreur. Mais c'est une erreur qui n'est pas permis d'être faite quand on propose ce type de compétences. Donc si vous proposez des compétences, c'est super, mais soyez sûr d'avoir ces compétences-là. Ne proposez pas des choses que vous maîtrisez tout juste. Si vous maîtrisez tout juste, ça veut dire que vous allez faire des erreurs. Et vous êtes là en tant que freelance, ce qui veut dire que vous êtes un professionnel. Donc vous n'êtes pas là en tant que pote de votre client et vous essayez de l'aider sur un truc et auquel cas, si vous n'êtes pas 100% formé sur une matière, c'est pas grave, vous êtes là pour l'aider, donc là c'est génial. Non, là c'est une prestation qui est rémunérée, vous avez un client, vous êtes le prestataire, vous êtes le professionnel, vous avez également un devoir, on ne parle pas souvent des devoirs des freelances, mais il y en a, vous avez un devoir de lui apporter une prestation de qualité. Moi je suis désolé, mais ok, il y a beaucoup de freelance, il y a aussi beaucoup de freelance qui font de la merde, pardonnez-moi l'expression, mais c'est le cas, c'est le cas. Je ne tolère pas ça, entre guillemets, c'est que moi quand je travaille avec des freelances aussi dans plein de métiers différents, des fois je tombe sur des gens qui ne font pas leur taf correctement. Alors il peut y avoir des explications, mais vous devez maîtriser les compétences que vous vendez, point barre. Il n'y a même pas à tergiverser là-dessus. Donc c'est important de montrer les compétences à votre client, mais sur les compétences que vous maîtrisez. Donc ces 2 points sont vraiment liés. Mais à partir du moment où vous les avez, il faut savoir aussi mettre cette espèce de syndrome de l'imposteur de côté quand vraiment il ne doit plus être là et qu'il vous bride alors que vous avez les compétences. Il faut savoir distribuer ces compétences-là au client pour montrer que vous êtes la bonne personne. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément évident de faire la part des choses, mais c'est vraiment important de savoir quelles compétences vous avez et savoir juger à quel point elles sont bonnes ou pas. Est-ce que vous avez des compétences théoriques? Est-ce que vous avez des compétences pratiques? Est-ce que vous avez de l'expérience sur ces compétences? Typiquement, c'est les 3 niveaux de compétences que vous pouvez avoir et le niveau d'incompétence aussi au début. Et du coup, par rapport à ça, savoir justement mettre le curseur par rapport à votre discussion avec votre prospect pour savoir ce que vous allez pouvoir lui apporter et savoir aussi à quel moment vous n'êtes plus compétent. Et ça, c'est une force, c'est une compétence en tant que telle finalement de savoir dire à votre client, là, ça va dépasser mes compétences. Donc il y a 2 solutions. Soit je me forme là-dessus et on en reparle dans 2 mois, soit, ou vous êtes même en étude de cas entre guillemets, si c'est quelque chose de transparent avec le client, pourquoi pas. Soit il faut faire appel à quelqu'un d'autre et en même temps je vais être son interlocuteur parce que je suis la meilleure personne pour être son interlocuteur et je vais apprendre auprès de lui pour pouvoir être autonome dans un certain laps de temps. Vous voyez? Et ça c'est beaucoup mieux et votre client va être rassuré
parce que vous n'allez pas être là à lui dire oui je sais faire, je sais faire, je sais faire. Finalement à savoir tout faire, il va peut-être se méfier au bout d'un moment parce que personne ne sait tout faire. Donc il faut aussi savoir reconnaître son incompétence à un moment donné et soit la rectifier, soit proposer des solutions en tout cas pour aller de l'avant. Le but, c'est pas non plus de se former sur absolument tout, c'est de se former sur les choses que vous voulez développer. Et on en revient également au point du positionnement. Si vous ne voulez pas faire de posts sur les réseaux sociaux, n'allez pas vous former au community management. D'accord? Donc, tout est lié. C'est vraiment super important. Et on va arriver au point numéro 5. Ce point numéro 5, il est en lien avec le dernier. Enfin, on a vu, ils sont tous en lien. Et en fait, c'est finalement, déjà, on a du mal à trouver des clients. Il ne faudrait pas en plus avoir du mal à les garder. C'est toujours ça. De toute façon, il y a deux éléments sur lesquels vous pouvez jouer pour avoir plus de clients. C'est le fait de trouver de nouveaux clients ou le fait de garder le plus longtemps les clients actuels, de les fidéliser. Et il y a un truc que j'ai constaté qui est juste dingue. C'est à se tirer les cheveux, quoi. C'est un client qui vous dit « bon, bah là, j'arrête parce que finalement, je n'ai pas les résultats que j'attendais ». Et donc là, vous dites « bon, bah ok, dans ce cas, je comprends, on va arrêter, etc. » Et puis voilà, c'est un client de perdu. Sauf que les clients ne raisonnent pas correctement, entre guillemets, et nous non plus, parce qu'on est tous des êtres humains doués d'intelligence, doués d'émotion, doués de tout ça, et en fait on interprète les choses. Et qu'est-ce que ça veut dire quand un client dit qu'il n'a pas les résultats qu'il attend? Si vous vous contentez de ça, vous n'allez pas le savoir. Si par contre vous creusez les choses et que vous lui demandez, ou même que vous lui avez demandé en amont, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui est mis en place pour arriver à vos objectifs? Quand est-ce que vous saurez quand vous êtes arrivé à vos objectifs? À quel horizon de temps vous arrivez à vos objectifs? Vous connaissez peut-être, c'est la méthode SMART finalement pour fixer des objectifs qui soient mesurables, etc., atteignables, etc. Un client qui vous dit qu'il n'est pas arrivé à ses objectifs, c'est souvent une idée qui s'en fait. Et moi, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu vraiment les deux cas inverses et c'est assez fou. J'ai eu des clients qui me disent je ne suis pas content des résultats, on n'arrive à rien, etc. Alors qu'on arrive à obtenir des positions de malade sur des mots-clés qui leur rapportent énormément de trafic. Enfin, clairement, c'est dans mes meilleurs clients et ils ne voient pas à quel point en fait ils ont des résultats. Donc à moi de leur montrer par A plus B et en comprenant ce qui est important pour eux, en leur montrant tout ce qu'on a fait, à quel point ça sert leur objectif et à quel point on est sur la bonne voie et il faut continuer. Et ça, quand vous arrivez à le faire, mais en comprenant le client, pas juste en étant caché derrière vos chiffres, c'est bien, il faut interpréter les chiffres, il faut les faire parler, etc. Mais par rapport à ce qu'attend le client, c'est génial. Le client peut switcher et vous dire « Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. » Et oui, on va continuer de travailler ensemble, c'est une évidence. Vous voyez? Et à l'inverse, des clients pour lesquels j'ai galéré à avoir des résultats parce que trop concurrentiel, je ne sais pas, des bugs techniques sur le site, il y a plein de raisons qui fait qu'on n'a pas des résultats tout de suite et qu'il faut lutter jusqu'à avoir des résultats mais ne jamais abandonner, ça c'est la clé. Ces clients-là qui sont ravis. Peut-être ravis parce que ça se passe bien, la communication avec moi, peut-être ravis sur plein d'autres choses, mais ils sont ravis alors qu'ils ont des résultats moyens, voire pas tip-top. Et eux, ils veulent continuer de travailler avec vous alors qu'il n'y a pas des super résultats. Donc c'est quand même dingue. Des bons résultats, des clients qui veulent arrêter, des mauvais résultats, des clients qui veulent continuer. Ça veut bien dire qu'il faut être là en tant que conseiller et pas juste accueillir ce qu'ils vous disent comme étant une vérité. Si le client vient vers vous en vous disant « on arrête, j'ai pas les résultats que je veux » et que vous dites « ok », ça veut dire que vous êtes un simple exécutant de ce client-là et que vous n'avez pas votre mot à dire. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que c'est vous le professionnel. Quand le client fait appel à vous, lui n'est pas professionnel du web, sauf si c'est un professionnel du web. Mais dans la plupart des cas, ce ne sera pas un professionnel du web. Donc c'est vous le pro, c'est à vous de dire les choses. Je ne sais pas si demain vous faites un aménagement dans votre maison et il faut que vous refassiez des fenêtres. Ce n'est pas vous qui allez expliquer à celui qui pose les fenêtres comment calculer ses cotes pour prendre les mesures. Enfin, non. Vous êtes le particulier qui a besoin d'installer une fenêtre, vous allez faire confiance au mec qui va venir installer votre fenêtre. Ok? Là, c'est pareil, le client qui travaille avec vous, il faut qu'il se repose sur vous. Mais pour qu'il se repose sur vous, il faut que vous lui ayez montré qu'il peut avoir une confiance extrême, absolue en vous et que vous allez travailler dans son propre intérêt et pas dans le vôtre. Vous voyez? Donc ça, c'est 5 erreurs qui étaient présentes depuis longtemps, mais qui sont de moins en moins pardonnables à cause de la concurrence qui est grandissante. Et en 2021, j'ai bien peur que si on commet toutes ces erreurs, ou même l'une d'entre elles, ça va être très compliqué. Par contre, celui qui a conscience de ces erreurs-là et qui travaille dessus
parce que ce n'est pas inné, il faut travailler dessus, pour avoir des solutions, pour monter en compétences, pour savoir parler à son client, bah lui, il a tout compris et il va forcément percer. Je ne dis pas du jour au lendemain, ça n'existe pas. Il y a du travail pour en arriver là. Vous allez avoir des moments de doute, vous allez avoir des moments de joie. Mais la vie de freelance, c'est ça, c'est des hauts et des bas. Donc vous n'allez pas les éviter, désolé pour ça. Mais c'est ça la vie que vous avez choisie si vous êtes là aujourd'hui. Et si c'est ça qui vous plaît, bah, il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut. Ce n'est pas parce que vous êtes à votre compte que vous pouvez vous permettre de faire uniquement ce qui vous plaît. Il y a également des contraintes dans la vie de freelance. Et oui, et c'est moi qui dis ça, moi qui déteste les contraintes. Donc vraiment, dans la liberté que vous cherchez, il y a des contraintes et il faut les accepter. Ça fait partie des règles du jeu, il faut jouer avec. Donc si je récapitule ces 5 erreurs, c'est 1. S'aligner sur les prix bas des concurrents. 2. Ne pas avoir travaillé son positionnement, ne pas savoir quel est son client idéal. 3. Ne pas se former en continu. 4. C'est ne pas savoir mettre en avant ses compétences par rapport à son client. Et 5. C'est tout simplement le fait de se sentir démuni finalement quand un client veut partir et que vous ne savez pas comment lui prouver à quel point votre travail est bon ou pas. Mettez-moi ça dans les commentaires et on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine vidéo. J'ai super hâte de vous faire découvrir ça. Il y a vraiment des points de ouf. Si vous êtes freelance, je pense que ça va vous plaire.